Ce livre raconte la vie en Bretagne il y a des années, mais il me rappelle la vie en Aveyron à la même époque. Il parle de gens simples. C'est la vie à la campagne, la vie de tous les jours, lorsqu'on va laver son linge au ruisseau. Mes parents avaient des brebis et faisaient le roquefort. Nous faisions 3/4 d'heure à pied pour aller à l'école, et il y avait aussi le travail de la ferme. C'était dur. Quand j'ai lu ce livre, je ne pensais pas retrouver les souvenirs de ma vie. Nous revenions de vacances en Alsace et nous nous sommes arrêtés à l'heure du déjeuner à la Guiole. J'avais acheté une foisse pour le dessert, j'ai mis une nappe sur la table et nous étions 4. On riait, on parlait. Pas loin de nous, un jeune homme était assis seul à une table. Au dessert, j'ai dit à ma cousine, « Tiens, il est seul et je vais lui porter un morceau de foisse. » Il m'a remercié et au moment de partir, il s'est approché de nous et m'a offert un boomerang. Il était australien, il ne parlait pas le français, mais il visitait la France. Je ne sais pas si lui se souvient de nous, mais le boomerang est toujours accroché dans ma cuisine. Je suis née dans le sud des Pays-Bas, au-dessus du niveau de la mer. Là-bas, il y a de grandes forêts avec des châtaigniers, des noisetiers, des chênes et des étangs pour patiner l'hiver. Nous avons tous des patins et tous les hivers, il y avait de la neige. À la fin du printemps, nous allons chercher les myrtilles, on était les mûres et l'automne, c'était les châtaignes. Nous vivions dans une ferme et j'ai été tout le temps dehors. Je me souviens que ma grand-mère avait des problèmes de vue. Chaque matin, un enfant à tour de rôle l'accompagnait à l'église. Je n'ai que des bons souvenirs de mon enfance. Un client m'a dit, je voudrais une horloge qui sonne. Et il m'a dit, mais la vieux pas laquelle? Qu'est-ce que c'est ça? Quels accords? De quels accords? Alors, j'ai dit, c'est un moine. Un moine, ces gens-là. Il me parlait comme ça. Un ancien gendarme, vous savez, qui avait fait l'école. Il sonne et il tire les cloches, comme ça. E fai lo suonar quelqu'un, fait le sonner ce con. Je lui fais sonner, il le regarde bien, et puis il se met à crier « C'est Jacques-Pito !» Budapest. On a choisi cette destination sur un catalogue de voyage. Nous voulions connaître les bains turcs. On rentre dans une galerie comme troglodyte, il y a des mosaïques, des cascades dans la roche. C'est magnifique. Il y a de l'eau chaude, de l'eau froide et aussi des bains extérieurs. Sur un petit marché, nous avons acheté des œufs peints, de vrais œufs, mais fragiles. Ils se sont cassés. Alors j'ai acheté des œufs en bois. Je me souviens d'une croisière sur le Danube, qui n'est pas bleue. J'ai fabriqué cette attrape-rêve avec des bouts de voyage et de souvenirs. Les dentelles d'une tante de Paris, celles récupérées dans les armoires, les broderies de ma belle-mère et celles d'escapades à Venise, en Croatie ou en Irlande. Ma fille en a fait un poème pour les 80 ans de ma mère. Dans mon cœur aveyronnais résonne le doux secret des goûters de Mémé. Dans l'air flotte un léger parfum de café. Enfants, petits et grands, jeunes et moins jeunes. Tous attablés autour de la toile cirée sur laquelle fleurit un arc-en-ciel de saveurs sucrées salées.
Les Dergues a été un village très vivant, avec ses foires mensuelles. On a emmené les bêtes à les Dergues pour les vendre, les vaches, les cochons, les poules, les poulets, les œufs. Il y avait 2 épiceries, 2 boulangeries, 2 boucheries. Le forgeron, lui, se déplaçait dans les villages pour aller ferrer les bœufs et les chevaux. Je me souviens du facteur, c'était comme quelqu'un de la famille. On lui gardait souvent un morceau de viande pour déjeuner avec lui. Il était le contact de tous les jours, sachant comment chacun allait. Aux Vialettes, on allait danser pour avoir du parquet et chacun se souvient de cette fête de la Grégory, où l'orchestre Jean Cambeau, niché dans les branches du chêne, attirait fin août des milliers de danseurs venus de toute la région. Moi aussi, je prenais ma cavalière pour aller danser sur la barre de mon vélo. Habitant des villages, aidez à mon voisin, bonnes gens de tous âges et vous petits gamins, le des au milieu, nous c'est d'arrieux. Ancora era un coppello di zane. Non penso mai che si danzava come hanno poi il passoso, la burreio, la valso, il tango e poi chi più mai in presa. Je me rappelle plus. Le village a changé, mais il vit encore avec ses cours de musique, le club de théâtre, la bibliothèque, le club Génération Mouvement, le centre équestre et les spectacles bien sûr, la fête du village, l'antenne, Folière, les Dergues, chaque été. Des gens sont partis, mais d'autres arrivent, comme moi et mon mari, Daniel. Nous avons connu de nombreuses routes avec notre camion avant de nous installer ici à Les Dergues. Nous avons bavardé. Nous avons raconté des histoires. Nos histoires. René. René a été maçon et pompier volontaire pendant 29 ans, dont 9 ans chef de corps. Roger. Roger porte son béret depuis toujours. À 9 ans, il avait déjà son béret. Plus tard, il a épousé Maria. Et Maria l'a épousé. Maria n'a plus son alliance. Elle l'a perdue. Mais elle a sa bague de fiançailles. Sébastienne. Je m'appelle Sébastienne. Vous en connaissez d'autres? Moi, je n'ai jamais rencontré d'autres Sébastienne. J'ai apporté un petit sac. Je le prends en voyage pour mettre des petites choses. Il m'a tapé dans l'œil. C'était aux Dames de France à Rodez. J'ai aussi la trousse assortie. Lucienne. J'y tiens beaucoup. C'est une petite marmotte. C'est de mon petit-fils que j'ai élevé. Jérôme, qui a 45 ans. Et mon arrière-petit-fils a déjà 10 ans. On ne se rend pas compte, mais le temps passe. Ginette. Ce chapeau, c'est mon mari qui me l'a acheté. C'est son dernier cadeau. Ça fait 4 ans. C'était un jour de foire à Requista. Il faisait froid et il m'a dit « Viens, Louloute, on va à la foire, on va t'acheter un chapeau pour te couvrir les oreilles. » Il y avait des chapeaux de toutes les couleurs. Mais mon mari a dit « Prends plutôt celui-ci. C'est un noir, il ira avec tout. » Réna. C'est le soleil ou la lune? Sa face est ronde comme la lune. C'est peut-être une éclipse. Juliette. J'ai travaillé à la poste. On m'a envoyée à Paris. J'étais perdue. J'avais horreur du métro. Je marchais longtemps à pied et parfois je me perdais. Le centre d'apprentissage était à Pigalle. Avec une amie, nous sommes passés devant une maison dont la porte était ouverte. Une maison, vous voyez quoi. On m'a tiré le bras. Alors j'ai hurlé. André. C'est un apron. Ma belle-mère faisait beaucoup de crochets.
Ma vie a été toute simple. On a fait comme on a pu. On a vécu, et maintenant je suis là pour mes derniers jours. Albertine. C'est un petit pantin. J'habitais Combradet. C'est là que j'ai rencontré mon mari. Il venait du Nord. Il a restauré beaucoup de maisons dans le village. Ma mère était couturière. Elle savait tout coudre et elle faisait de tout. Moi aussi, j'ai fabriqué des petites choses. Aujourd'hui, ça me manque. Maria. Lorsque je gardais les brebis, je tricotais. J'ai commencé à traire les brebis à 11 ans. J'aidais mes parents car ils avaient du mal à vivre. J'étais l'aînée et je devais aussi m'occuper des petits. Nous étions 4 enfants. À la campagne, les femmes devaient tout faire. Roland. J'étais chauffeur de camion. Quand je suis arrivé à l'armée, la première chose qu'on nous a demandé, qui a le permis? Personne ne levait le doigt, sauf moi. Pour l'acquis, j'ai fait le pari de faire le tour de Marseille, avec mon camion et avec une quille sur le capot. J'y suis arrivé, mais quand je suis rentré à la caserne, tous les gradés m'attendaient en rigolant, mais j'ai quand même dû faire 8 jours de plus. Monique. J'avais horreur de garder les brebis. Un jour, un homme habillé tout en noir a traversé le champ. J'ai eu très peur. Alors, avec le chien, nous avons amené les brebis dans l'autre champ où elles pouvaient rester seules. Et je suis rentrée. Lorsque mes parents m'ont vue, ils m'ont demandé « Mais où sont les brebis ?» Je me suis fait disputer. Ginette. Ginette était coiffeuse. Son mari aimait qu'elle se maquille. Elle l'a rencontré à Rikista. Elle était venue pour faire un remplacement. Ginette venait de Carmaux dans le Tarn, mais elle est restée. Marcel. Marcel était exploitante agricole. Elle faisait la tournée du lait avec une 2 chevaux grise. Elle commençait à 7 heures le matin. Julien. Julien a toujours son couteau avec lui. Enfant, il n'en avait pas. Et les anciens lui disaient « Julien, si tu veux un couteau, tu devras moins manger. » Julien se souvient aussi à l'école. À l'époque, si l'instituteur nous giflait, on n'allait pas le répéter. Sinon, on pouvait en attraper le double. Ernest. Le travail d'Ernest, c'était s'occuper des bêtes, des pensionnaires de tous les jours. Ernest aimait aussi travailler le bois. À la campagne, il faut savoir tout faire. Marie-Thérèse. Marie-Thérèse aime les oiseaux et trouve que la neige est belle. Mais ce qu'elle préfère, c'est aller à la pêche. Henriette. Henriette s'est mariée à Durinck. Sa robe était en satin, toute simple, et son mari avait un costume bleu marine. Régis. Régis a étudié dans une école spéciale, à Toulouse. À 9 ans, son oncle lui a offert un accordéon. C'était un jouet. Mais il l'a tellement aimé que plus tard, on lui a acheté un véritable accordéon diatonique. Et pendant que la musique joue, d'autres dansent. Ah, la danse.
verre au vitrail des ateliers de Rullac. Il était une fois, au bord des rivières, les moulins, la fabrication du charbon de bois, l'inondation des prairies pour les faire fructifier, les terrasses dont on retrouve encore les murs. Tout près de Rullac se trouvait le château de la Raffinerie et la verrerie de la Ramière. L'abondance du bois, la proximité de l'eau, le sable siliceux ou le quartz ont permis de fabriquer le verre blanc pour les gobelets et le verre vert pour les bouteilles et surtout les mesures de vin. Né du sable et du feu, le verre est un des matériaux les plus anciens utilisés par l'homme. Au fil de l'eau, au fil du temps, translucide, fragile, lumineux, organique ou minéral, le verre se décline en 1000 couleurs. Les plus anciens vitraux actuellement visibles datent de 1100 et se trouvent dans la cathédrale d'Augsbourg, en Allemagne. Revenons dans l'Aveyron, plus précisément à Conques, sur les chemins de Compostelle. À Conques, la lumière se fait diffuse. Les lignes sobres renvoient à la simplicité de l'architecture romane. Les vitraux sont d'un verre incolore, blanc, non transparent, mais translucide. Pas de polychromie, mais le verre accueille les variations lumineuses naturelles des heures, des jours et des saisons. J'adore le travail manuel. Une fois à la retraite, je me suis dit que je ne ferais que ça. Je peignais déjà, puis j'ai commencé à faire de la mosaïque. C'est comme ça que j'ai découvert le verre. J'ai été touchée par sa transparence et ses couleurs vives. Je me suis alors naturellement dirigée vers le vitrail en suivant une formation avec un maître verrier. Saint-Jean-d'Elnouz et la Close. L'histoire de Saint-Jean-d'Elnouz et de la Close sont inséparables. L'église de la Close est attestée au IXe et au Xe siècle. Elle est dédiée à Sainte Catherine d'Alexandrie et possède une statue en bois et une relique de la sainte, peut-être rapportée du Sinaï par un seigneur de la croisade. Aujourd'hui, la relique attire encore de nombreuses personnes pour les douleurs dentaires. Mais voyageons encore dans le temps. Vers 1840, Émilie de Vialard fonde à Requista le couvent des Sœurs de Saint-Joseph. Vers 1864, il y a dans la communauté une jeune religieuse, Sœur Marie-Xavier, qui avait des stigmates et de fréquentes transes. Pendant son séjour d'environ 10 ans à Requista, elle visite la Close, où les vestiges de la paroisse tombent en ruine. Elle rêve d'habiter un jour ce lieu. En 1888, avec l'aide du comte de Nénonchel, elle fonde un couvent à Saint-Jean-d'Elnouz et un orphelinat en attendant de pouvoir vivre à la Close. C'est en 1899 que les sœurs consolatrices du cœur de Jésus s'installent à la Close. On entreprend alors de grands travaux. La fresque de la chapelle réalisée par le peintre Bringuet, le thème central est le mystère de la rédemption. Mais sautons encore un pas dans le temps. Les sœurs de la Close furent bientôt connues pour leurs cours ménagers.
Alice partait à pied à travers champs pour y assister. Pendant les mois d'été, les sœurs recevaient des personnes venant se reposer ou se refaire une santé. C'est ainsi que la Close devint une maison de repos pour femmes. En 1994, les sœurs confient la gestion de la maison de repos à une direction laïque. À ce jour, des souvenirs d'enfance ou d'adolescence restent dans nos mémoires. Sœur Marie Raphaël, qui m'a fait le catéchisme, disait pendant la chorale qu'il ne faut pas dire « Il est né le divin enfant », mais il faut dire « Il est né le divin enfant ». Lorsque nous étions petites, nous allions cueillir des roses. On mettait les pétales sur des sacs humides pour qu'elles restent fraîches. Le lendemain, nous lancions les pétales lors de la procession de la fête Dieu. Prends ma couronne, je te la donne, au ciel, n'est-ce pas, tu la rendras, au ciel, n'est-ce pas, tu me la rendras. La Selve racontée par la chouette. Il y a bien longtemps, à la Selve, fut créée une commanderie templière. Il reste des vestiges de leur présence. Au XIIe siècle, ils se nommaient les Templiers. Au XIVe siècle, les Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, puis les Chevaliers de Malte au XVIe siècle. Le château d'origine a été détruit et reconstruit. Il reste encore la tour. Les siècles ont passé et voici la Grande Guerre. Tous ces hommes qui sont partis et ceux qui ne sont jamais revenus. Germain d'Almerac était le grand-oncle de Thérèse et Maximin. Voici un extrait de sa dernière lettre. Le 26 février 1916. Bien cher frère, je viens par ces quelques mots pour vous donner de mes nouvelles, qui sont toujours bonnes. Je suis en parfaite santé. Il n'y a pas longtemps que j'ai reçu de vos nouvelles, et j'ai vu que vous en étiez de même. Ma lettre va être courte, car je ne peux rien vous dire de ce qui se passe, mais vous n'avez qu'à regarder les journaux. Je puis vous dire que ça barde pour le moment. Il faut espérer que ça va être fini, et que nous serons tous en bonne santé. Le bonjour à toute la maison. Adieu, chers frères. Ne m'oubliez pas dans vos prières. Je vous embrasse de tout mon cœur. Germain d'Almerac. Germain a été tué le 22 juin 1916 lors d'un bombardement dans la Meuse. Qui aurait pu imaginer, à l'armistice de 1918, qu'une seconde guerre mondiale n'était pas loin? Le dimanche 6 août 1944, une colonne allemande quitte Requista en direction de Rodez. Au petit matin, elle tombe dans une embuscade tendue par le maquis de la Selve, au lieu dit le Moulin de Clary. L'accrochage est d'une extrême violence. Les résistants déplorent plusieurs victimes et le propriétaire du moulin, M. Ange-Albert lui-même, abattu. D'ailleurs, Henriette, qui a 97 ans et vit à la Selve depuis bien longtemps, nous a raconté qu'en ce jour du 6 août 1944, elle a été mise en joue par les soldats allemands en rentrant chez elle après la messe. Elle nous a raconté d'anciens souvenirs du village. Les commerces étaient nombreux alors. Le boulanger qui cuisait son pain au four à bois. Il y avait les menuisiers, les ébénistes, les cordonniers, 2 tailleurs qui vendaient aussi du tissu, un épicier. Il y avait aussi une teinturerie,
et des lavandières qui lavaient le linge des autres. Et pendant tout ce temps, les chouettes étaient là, observant l'histoire des humains, symbole de la sagesse. Je pourrais peut-être vous révéler comment vivre sans guerre. Si vous venez à la Selve, vous pourrez voir le village habillé de tricots de couleur. Au fil de l'eau, le Tarn, rivière majestueuse, tu charries des morceaux de bois qui tombent dans ton nid. Ils deviennent bois flotti, bois poli, rouge, marron, mortelle ou tumultueuse. Le Tarn frontière, rive droite, rive gauche. La limite entre le département du Tarn et de l'Aveyron est au centre de la rivière. Le Tarn, les barques d'une rive à l'autre, les barbeaux, les brochets, les carpes, les perches et les perches au soleil, les ablettes, les goujons, les écrevisses et les anguilles, les hérons, les pivers, les martins pêcheurs, les mouettes, les cormorans, les cygnes et les canards, certains migrateurs. S'ouvre alors la porte du voyage, habitants d'ici et d'ailleurs. C'est un grenier à grains du peuple des Peuls. Je l'ai ramené du Burkina Faso, mais nous en avons vu des bien plus grands bâtis. Nemawa nous avait invités dans son village, Tirkou. Étudiant en agronomie à Montpellier, il était venu faire un stage dans notre ferme au bord du Tarn. Un mois chez nous, des liens se sont tissés et nous nous voyons de temps en temps. Et l'eau continue de couler sous les ponts. Un enfant rêve d'ailleurs. Une feuille d'érable et une histoire d'amour. Un amoureux à Saint-Jérôme au Canada. Le tour de la Gaspésie, des paysages grandioses et des traversées d'île en île sur le Saint-Laurent. La légende du rocher percé qui raconte l'amour de Blanche de Beaumont et du chevalier de Nérac lorsque le Québec s'appelait encore la Nouvelle-France. Le rocher percé s'appelle aussi le vaisseau fantôme, car il est l'ancien bateau pirate sur lequel Blanche fut enlevée et où elle connut un mortel destin en voulant rejoindre son fiancé, qui périt lui aussi noyé après avoir tenté de la sauver. Au Québec, il y a des réunions chaleureuses en famille, les repas et la musique, le blanc ouaté des immensités de neige, les coutumes des Indiens Hurons qui vivent dans une réserve de Québec. Dans la forêt, nous avions donné à manger aux chevreuils non apeurés. Mes mains étaient glacées, j'avais enlevé mes gants pour leur donner une pomme. En hiver, au Québec, au réveil, quelle merveille! Ce grand et superbe tapis blanc brillant comme le diamant et reposant nous envoûte et nous calme. On dit que lorsque la première neige arrivera jusqu'au Tard, elle y reviendra 7 fois. Avant les ponts et les barrages, les barques allaient d'une rive à l'autre. C'étaient les passages à gué. Pour ne pas faire de longs détours, les enfants empruntaient les barques pour aller à l'école. Ni les passeurs, ni les enfants ne savaient nager. Et quelquefois, il fallait écoper. Le Tarn, fleuve rivière au pied de nos villages.
parfois verte ou apaisante, nourrissante et irritante, parfois marron ou tumultueuse, terrifiante, grondante et débordante. L'origine du nom Lagaste vient du mot las aguas, les eaux en occitan, en raison de ses nombreux ruisseaux et de ses sources. Il y a de belles promenades en forêt, des personnes âgées, des jeunes s'y promènent, certains pique-niquent. La forêt est encore plus belle au printemps ou à l'automne avec ses feuilles, ses couleurs et la cueillette des champignons, les cèpes, les girolles, les coulmelles, les moussons, les pieds de mouton, les querelles. On peut les faire sécher ou à la poêle, c'est délicieux. Sur les sentiers, on voit aussi croiser les animaux. L'écureuil orangé magnifique, le sanglier qui fait des dégâts, le chevreuil qui détale du moindre geste, les renards qui mangent tout. Il y a aussi les martres, les fouines, les faisans qui se régalent des œufs de fourmis. Une fois, je vis un lièvre à 3 ou 4 mètres de moi. C'est joli un lièvre, il a les yeux jaunes comme de l'or. J'aime autant les voir comme ça que tirer dessus. Et puis, il y a le loup. Jusqu'à la fin du 19e siècle, les loups vivaient dans la forêt. Autrefois, les messieurs, pour se faire pardonner, ramenaient de la foisse à leurs dames. Au mois de novembre, les journées sont courtes. Un homme qui revenait de la foire de Villefranche et traversait la forêt du Lagaste pour rentrer chez lui, a vu les yeux brillants du loup. Tout au long du chemin, il a lancé de nombreux morceaux de foisse jusqu'à arriver à mon camp. Et voici souvenir d'enfance de notre poète régional François Fabier. Un dimanche avec mon frère Fricou, nous allâmes explorer le haut Lagaste, la partie du bois de Magnal qui possédait encore alors, au lieu des pins rachitiques que l'administration forestière s'efforce en vain d'acclimater, de superbes êtres plusieurs fois centenaires. Et nous découvrîmes dans l'embouchure de l'un d'eux un amas de branchettes d'une telle ampleur qu'il n'y eut pour nous aucun doute que ce soit fut le nid cherché. La boulangerie appartenait à mes grands-parents. Ils avaient 2 filles. Ma tante a repris l'épicerie et ma mère a repris la boulangerie. En 1963, mon mari et moi l'avons reprise. Il n'était pas boulanger, c'est pour moi qu'il l'est devenu. Je suis allée à l'école à Estin. Je logeais au château. Au début, je m'ennuyais un peu de mes parents. J'y suis restée 2 ans. Et à 15 ans, je suis retournée à Dureg. Là, je gardais les vaches et les brebis, la traite, les foins, un peu le jardin. Puis, je suis partie dans l'Hérault et j'ai travaillé à Saint-Gély dans une fabrique de bonbons. Je me souviens les odeurs de réglisse, de menthol, la gomme qui venait du Sénégal, la réglisse de Chine, la guimauve, les parfums d'anis et de fraises, de citron ou de banane. J'ai été institutrice en maternelle, la Capelle, Cassagne, Requista et Saint-Jean-d'Elnouz. Nous organisions des voyages scolaires et nous faisions des activités manuelles, des dessins, des peintures, des chants, des comptines. Quand j'ai arrêté, ça m'a un peu manqué. Moi, je fais toujours au goût du jour et je vis au jour le jour. J'aime le fantastique. D'ailleurs, je me suis inspirée, je fais aussi de la sculpture à Connac. Et puis tout ça, ça me donne plein d'idées.
Ce bibelot, c'est mes petits-enfants qui me l'ont offert le jour de la fête des grands-mères, dont j'y tiens beaucoup. De temps en temps, je le regarde car il est posé sur la poutre de ma cheminée et je pense à eux parce que je ne les vois pas trop souvent. Voilà. Cette tasse, je l'ai ramenée de Madagascar. C'est un pays pauvre, mais les gens sont magnifiques. En Aveyron, il y a Terre-Neuve Madagascar qui organise souvent des vides-greniers pour soutenir des projets là-bas. Bon. Quand j'étais petite, j'avais commandé au Père Noël une petite gazinière. Et le jour de Noël, j'ai ouvert mon paquet, il y avait des aiguilles et 2 pelotes de laine. Et j'ai regardé le cadeau de mon frère pour voir si le Père Noël ne s'était pas trompé. Et non, il ne s'était pas trompé, il n'avait pas la gazinière, il avait une toupie. J'ai été déçue en disant « mais pourtant j'ai été gentille ». Mon grand-père m'a appris à cueillir les champignons, à conduire les vaches. C'était dans les Pyrénées. J'ai appris plein de choses avec mon grand-père. Son souvenir est toujours là. J'ai sa montre à gousset, même si elle ne marche plus. La vie continue. Tout jeune, j'ai été habitué à travailler au jardin. De ma jeunesse, dans les campagnes, le primaire n'existait pas. C'était le jardin qui servait de garde-manger. Dès que les beaux jours arrivent, il y a du travail. Nettoyer les bordures, les groseilliers par exemple, leur mettre un peu d'engrais avec un peu de fumier qui servira de paillage pour l'été. Enlever les branches qui se dessèchent et qui épuisent l'arbre. Il y va de même pour les framboisiers. Il y a aussi les poiriers, les pommiers, le cognacier, les figuiers qu'il faut tailler. Ensuite, en avançant vers le printemps, je fais les semis de saison. Petits pois, carottes, salades, avec tout ce qui permet chez nous de remplir les espaces vides et qui nous sont bien utiles. Les gros travaux terminés, attendons la récolte. Si les sillons ne sont pas trop droits en regardant mon jardin, ce qui ressemble un peu au jardinier, qui a bien arrosé ses légumes et qui ne s'est pas oublié lui-même. Alors, je m'appelle Suzy, je suis loi de Michel. Je suis née dans le Tarn-et-Garonne. Michel y vivait déjà depuis quelques années. En janvier 2018, je me suis retrouvée dans un camion de déménagement, direction l'Aveyron. Le premier trimestre a été difficile à vivre. Il nous a laissé un goût amer. La pluie, le vent, la neige, le froid nous ont coupé du monde. Puis, il y a eu la rencontre avec Geneviève, la coiffeuse du village. Cette rencontre a changé notre vie. Michel a pris contact avec toutes les associations du village. Quant à moi, j'ai découvert mon nouveau jardin. Nos voisins sont charmants, les activités sont agréables. Nous sommes presque du Rincoise. Au portail, les enfants passent et m'appellent par mon nom. Les petits-enfants de Michel, Rose et Lucien, viennent souvent jouer avec moi au bac à sable. Ils me préparent des cocktails avec du sable et de l'eau. Notre vie s'organise et devient de plus en plus agréable et douce dans ce joli coin d'Occitanie appelé l'Aveyron.